Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans le magazine de l'art de vivre et des beaux savoir-faire Nec Plus Ultra. Vous êtes sur TV5 Monde, mais ça vous le savez. Au menu de la fête, de la haute couture, de l'art et un détour par l'école qui forme les talents de demain, sommaire. Un tango brûlant dans le quartier le plus luxe de Paris. À l'école du Perret, on forme les talents de demain. Rencontre avec Dominique Lévy, une galeriste sans concession. Buenos Aires enchante le faubourg Saint-Honoré pour la 2e édition du Summertime, organisée par le comité Saint-Honoré Royal. Les parrains de cette manifestation, qui sert à laisser les boutiques ouvertes un peu plus tard que d'habitude, le très élégant Lambert Wilson et la très jolie Audrey Fleurot. Musique. Ce soir, les rues de Buenos Aires enflamment le faubourg Saint-Honoré et plus de 80 maisons illustres reçoivent leurs hôtes. Cet événement, organisé dans un périmètre où la concentration de luxe et de beauté est la plus grande à Paris, est consacré cette année au tango. La passion envahit la rue. Entre luxe et tango, le cœur balance. Nous, on a un comité, l'idée c'est de fédérer les maisons et de créer quelque chose ensemble, un événement. On avait notre événement d'hiver qui était les illuminations de Noël. Et pour moi, il manquait quelque chose dans l'année pour satisfaire nos clients et créer quelque chose d'original pour nos clients. Et la meilleure idée pour créer quelque chose, c'est de se regrouper, pour mutualiser les moyens et pour avoir de plus grands moyens de faire quelque chose ensemble. Donc l'idée, elle est née de là et je me suis dit, en proposant cette idée, la première année, c'était sur les orchestres de jazz et la pivoine. Cette année, on leur a proposé le tango et ça n'a pas posé de questions et les gens ont adoré et je pense que le tango est très fédérateur dans le luxe. Les danseurs subjuguent les passants pour une soirée puissante et magnétique à l'image de sa marraine d'un soir. Ça, c'est ma personal touch, je suis assez fière. Enfin, voilà, je l'ai proposé et puis voilà, le comité était ravi. Donc j'ai toujours eu tendance à ne pas mélanger les univers de ma vie. J'ai des compartiments dans mon cerveau avec le professionnel et ma passion qui est le tango. Et puis je me suis dit que c'était l'occasion de fusionner. Et je suis ravie. Je suis ravie parce que voilà, c'est des amis qui dansent. Je suis ravie parce que ça peut donner envie à des gens qui passent dans la rue de s'y mettre. Et puis voilà, j'adore cette musique et tout le monde s'y retrouve. Né dans les faubourgs de Buenos Aires, c'est à Paris que le tango acquiert ses lettres de noblesse. Et ce soir, la capitale lui rend un très élégant hommage. Là, on a vu beaucoup de tango qui se dansaient ce soir. Je suis allé à Buenos Aires il y a 2 mois et j'ai beaucoup regardé les gens danser. Mais voilà, c'est sublime parce que c'est honnête, cette façon dont les gens s'approchent et se découvrent et vont danser ensemble. Il n'y a pas de... voilà, c'est ça que je cherche dans la vie. Pas de ségrégation d'âge. On tombe amoureux. Oui, effectivement, parce qu'il y a eu une cheville qui a fait un certain geste, une main qui s'est placée comme ça. La grâce se cache dans les détails. L'idée du comité, c'est de se réapproprier la rue, d'avoir un événement festif et donner à Paris toute la grandiose qu'elle mérite et toute la beauté que mérite Paris, et surtout notre rue qui représente le luxe parisien et le luxe parisien. En étant en même temps la rue de la présidence et du ministère de l'Intérieur, et des plus belles ambassades des États-Unis et d'Angleterre et des plus grandes maisons de luxe. Donc il fallait donner quelque chose de vivant et quelque chose de beau à cette rue. Les trottoirs du Saint Graal des fashionistas sont vibrés sous les pas des danseurs. Le luxe se marie admirablement avec cette danse, tout en passion et en tension. On se serait bien inscrit sur le carnet de bal de Lambert Wilson. Je trouve ça intéressant d'être en contact avec le milieu de la mode, qui est un milieu que je ne connais pas du tout. Et puis d'une certaine façon de rencontrer ces grandes maisons, de connaître un peu plus l'histoire de ces maisons. Et puis globalement du monde du luxe qui est un milieu qui est quand même extrêmement privilégié, qui est très fermé. Et que je ne connais pas bien, et de s'y introduire comme ça de l'intérieur, je pense que je vais être un petit peu spectatrice. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre honnêtement, mais c'est assez excitant.
Quand on a déjà tout pour soi, l'élégance, la beauté et le talent, quelle est la définition du luxe? Alors en fait, j'ai toujours l'impression que pour moi, le luxe, c'est quelque chose qui est lié à la notion la plus précieuse pour moi, qui est celle du temps. Alors une fois de plus, c'est quelque chose d'assez abstrait. Le luxe pour moi, c'est véritablement le temps que l'on me donne, le temps que j'accorde, le temps que je m'accorde. Et c'est pas plus que ça. Le reste, c'est du confort. Le luxe, c'est l'exclusif, la beauté et le savoir-faire. Le luxe, c'est du rêve, quoi. C'est par définition quelque chose qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas fondamental. C'est vraiment le petit truc en plus. Je parlais de moments de grâce dans la danse, c'est la même chose, quoi. C'est-à-dire, c'est le truc en plus qui fait, voilà, qui fait rêver. Rendez-vous l'année prochaine, même heure, même endroit, pour une autre surprise qui, on l'espère, mettra un peu de gaieté dans les rues parisiennes pour damner le pion à la morosité latente. C'est à une autre fête que je vous confie maintenant, celle de la jeunesse et du talent, direction l'École du Perret à Paris. Derrière chaque œuvre, chaque objet, il y a une technique, une réflexion, un homme. Et c'est dans la célèbre École du Perret que la jeune génération est initiée au métier de la création. L'histoire de cette école est liée au mouvement d'émancipation des femmes, mené notamment par Élisa Lemonnier, qui créa la Société pour l'enseignement professionnel des femmes. Cette institution deviendra en 1864 cette école où couture et professions artistiques sont à l'honneur. L'École du Perret se pique. Et il réussit quand même, je crois, assez bien d'être capable de faire une sorte de synergie entre différents domaines du design et de la création, puisqu'en fait, on va de la mode du textile à l'espace, au graphisme, et qu'on accueille aussi des diplômes métiers d'art en céramique, en textile, tissage, broderie, tapisserie. Et que le diplôme supérieur d'art appliqué accueille des étudiants et des enseignants qui viennent des différents domaines. Le but de la formation, c'est de travailler à ce qu'ils construisent et qu'ils élaborent leurs univers personnels, parce qu'il faut aussi se confronter à ce qui existe, à ce qui s'écrit, à ce qui se dit, à la philosophie, à la littérature, à la création contemporaine, et être dans l'exigence de ne pas rester à la surface de son propre désir, mais bien d'aller creuser et développer, et mettre de la matière là-dessus, et en faire des produits, en faire quelque chose qui est montrable, qui est déclinable, qui est communicable. C'est vraiment de faire surgir des personnalités, des créateurs. De la liberté et de la rigueur dans une atmosphère joyeusement indisciplinaire. Je m'intéresse aux principes d'articulation et de manipulation et de passage du plat au volume. Et en fait, l'idée, là, ce que vous voyez, c'est que c'est un laboratoire d'expérimentation autour de ces principes. J'ai fait pas mal de recherches qui sont pour moi comme une base de données dans laquelle je viens puiser des principes pour développer des produits, comme développer à une autre échelle des objets comme cette installation ou encore ce mobilier. Voilà. Et la quatrième dimension apparue à Paris, entre les murs de l'École du Perret. Mon travail en laboratoire, c'est à la fois de proposer des méthodes créatives et de donner un regard et d'apprendre à avoir un regard sur le monde. Je dirais que les deux choses importantes, c'est l'acuité, la curiosité et cette ouverture sur la prospective. Et c'est ce qui fait un peu aussi la spécificité du Perret, je dirais. Cette manière de rassembler les choses, de regarder et d'avoir un regard très singulier. Une quête du beau telle que Baudelaire l'entendait, l'époque, la mode, la morale, la passion. C'est des voyages immobiles et ça parle de notre fantasme de l'ailleurs et d'aller à la rencontre de l'ailleurs. Et finalement, c'est une espèce de grande invitation au voyage, peuplée d'images qui font référence à la peinture, qui font référence au tourisme. Je les prends, je les recompose et j'en crée des vraies invitations comme des espèces d'affiches publicitaires qui donnent envie d'aller ailleurs et en même temps qui simulent le voyage. On opère de liens, de croisements, sur une forme transversale vraiment. Et c'est cette transversalité et ces croisements qui nous permettent d'être prospectifs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de rapprocher deux choses et de faire
faire de ce mariage quelque chose qui soit un peu nouveau, ou juste que ce soit de l'inattendu et de le considérer comme quelque chose de réussi, ça c'est un truc très particulier à l'école et qui se retrouve dans toutes les sections. Une manière de croiser, de métisser. Il n'y a pas une culture majeure et une culture mineure. Tout est recevable et tout se croise. Ma démarche, elle a commencé par l'espace restreint. En tant qu'étudiante, j'ai fait l'expérience d'espace restreint, etc. Et donc, il a été question d'aménager l'espace tout en le rendant vivable, agréable, confortable. Donc, j'ai commencé ma réflexion avec des surfaces. En fait, on pourrait transformer une pièce en n'importe quelle autre pièce. C'est-à-dire qu'on pourrait déployer une paroi et former du mobilier. C'est une paroi de séparation, donc elle peut être plate, comme elle peut être en volume, et c'est quelque chose d'impressionnant et qui donne tout de suite, je trouve, du mouvement et une valeur à une pièce. On a une surface plate au début et on peut en fait l'extruder et créer du relief à la surface. Et puis en fait, c'est une matière molle. Donc imaginons ça sur toute une pièce. C'est de la surprise, c'est aussi du confort. On vit son espace différemment. C'est la spécificité de l'école aussi, ça, c'est d'entrer dans les choses par la couleur, par la matière, par la surface, ce qui fait qu'il n'y a pas d'interdit sur les formes et il n'y a pas d'interdit sur le design que l'on veut inventer. Les champs artistiques s'entrechoquent et permettent aux élèves de réinventer un quotidien extraordinaire. La prise de risque et le goût de la découverte sont à l'œuvre. Je me suis intéressée à l'enveloppe, vraiment, du coup ce qu'enveloppait vraiment le corps. Et après, donc j'avais fait des enveloppes finalement complètement de corps nus qui recherchaient à recréer une présence humaine en fait. Et au fur et à mesure, ça a évincé le corps. Et du coup, là, j'ai cherché à recréer cette présence, recréer un corps, finalement, sans le corps. Cette école, qui accueille chaque année 500 étudiants, ne pose pas de hiérarchie entre les arts nobles et les arts décoratifs. Broderie et sculpture se mélangent ici allègrement et ouvrent la porte à toutes les incartades. Mon projet, il s'intitule « Squelette d'une mémoire ». J'exprime un paysage miniature avec des éléments en porcelaine qui portent l'empreinte de ma grand-mère qui était bigoutaine. J'utilise tout ce qui est lié au savoir-faire de cette région, du pays bigoudin, que j'intègre dans la matière de la porcelaine pour en laisser des traces. Et ces traces-là deviennent les éléments propres du minéral. Du coup, le textile se transforme en minéral et le minéral se transforme aussi en os pour exprimer un peu l'idée de reste. Et ce paysage, du coup, devient vraiment un squelette, quoi. On peut le voir de différentes manières. Des créations qui augurent de belles choses dans les musées et dans les boutiques pour les années à venir. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour eux. C'est vrai, Madame la proviseure, on a souvent besoin de plus petits que soi. C'est d'art dont nous allons parler maintenant avec la galerie Dominique Lévy, un pied à Paris, l'autre à New York, rencontre. Dominique Lévy, ancienne directrice des ventes d'art du XXe siècle et d'art contemporain chez Christie's, a ouvert sa nouvelle galerie à New York au printemps 2013. Je crois qu'on devient galeriste par un chemin qui est un concours de circonstances et de passion. J'ai fait des études d'histoire de l'art, j'ai fait des études de sciences politiques, mais ma rencontre avec l'art et ma rencontre avec le métier de galeriste a été une série de rencontres et de passions, de musées, de collectionneurs et puis surtout d'œuvres d'art. Je suis quelqu'un qui aime vraiment l'après-impressionnisme. Ma passion démarre en 1907. J'aime énormément l'art américain de l'après-guerre. Vous êtes ici dans une exposition de Frank Stella d'œuvres de 1959-60, où en pleine vigueur américaine, en plein milieu de l'école new-yorkaise, voilà un artiste qui casse radicalement l'expressionnisme abstrait américain avec un travail sur l'architecture et sur le minimalisme américain. Dominique Lévy a ce que l'on appelle du nez et un œil pour reconnaître un artiste plus prometteur qu'un autre.
Il y a des critères objectifs et des critères subjectifs. Je dirais que le critère subjectif, c'est d'abord la passion et l'émotion. L'émotion, la conviction et puis la qualité. Je pense qu'il y a une vraie différence entre des très très bons artistes et des moins bons artistes. Et je pense que même dans certains artistes, il y a des périodes absolument exceptionnelles, des périodes à redécouvrir et puis peut-être des périodes à un peu oublier. Mais par exemple, de nouveau, l'exposition dans laquelle on se trouve aujourd'hui, Frank Stella, on n'a jamais montré ce travail radical des années 58-59, qui sont ces travaux noirs, copper et silver que vous voyez ici. Donc c'était l'idée de faire quelque chose qui n'a pas été fait. Et c'est un peu la réputation de notre galerie, c'est 2 fois par an de faire des grandes expositions où on permet une relecture et parfois une découverte. La galerie organise des rétrospectives historiques et des expositions d'artistes contemporains. J'aime l'art très contemporain. On a une galerie à Los Angeles où on travaille avec des très jeunes artistes. Donc je dirais que j'aime l'art du XXe et du XXIe siècle. Une femme qui porte ses choix avec la conviction d'une passionnée qui sait prendre des risques. Risqué, je ne dirais pas. Peut-être courageux, parce que ces expositions sont difficiles à monter, difficiles à mettre sur pied. Risqué, non. Je pense que quand on montre un travail de qualité et quand on est confiant et qu'on le montre de cette manière-là, non, il n'y a pas de risque. Son expérience considérable dans l'art de l'après-guerre ne l'empêche pas d'être prospective et d'aller vers la jeune scène artistique. Dominique Lévy n'a de cesse d'expérimenter de nouvelles idées et tenter des approches singulières. Cette année, nous allons présenter d'abord un mobilier absolument exceptionnel, qui sont des sculptures du grand architecte Peter Marino, des meubles sculptures. Et autour de ces meubles sculptures, ce sera un accrochage d'après-guerre. Je dirais une sorte de Paris-New York. Paris-New York après-guerre. Nous aurons des œuvres très importantes de Yves Klein, des œuvres d'art italien, de Fontana, Manzoni, et puis des œuvres bien sûr d'art américain. Les grands maîtres de l'après-guerre présentés et choisis par cette grande spécialiste élémentaire. Moi, je me considère comme un peu un Sherlock Holmes de l'œuvre d'art. J'aime découvrir des œuvres d'art, soit des œuvres d'art déjà très reconnues, mais qui sont cachées dans une collection ou une autre, soit des artistes qui sont juste au début d'une sorte d'explosion ou d'implosion. Donc j'aime cette découverte. Mais j'aime autant la découverte de l'œuvre d'art que de la découverte de l'artiste. Défricheuse et visionnaire dans l'âme, une galeriste à suivre. Eh bien voilà, ce moment d'excellence, d'intelligence et d'élégance se termine pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci au Royal Monceau Raffles Paris de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook pour voir ou revoir notre émission. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque vous le savez, à Nec Plus Ultra, le luxe est avant tout une histoire de cœur. Au revoir. Quel est le point commun entre des salades et une BMW, me direz-vous? Eh bien, bonne question. Allons la poser autour de nous. Il devrait en sortir quelque chose d'intéressant. Le point commun, c'est le terme développement durable. Monsieur Passard, depuis maintenant 10 ans pour son restaurant L'Arpège, donc a souhaité avoir des potagers complètement naturels. Et aujourd'hui, BMW s'inscrit dans la même démarche avec les nouveaux concepts de véhicules électriques. Le durable, on le situe où? On le place où? Ce sont les saisons pour un cuisinier. Déjà respecter les saisons. Alain Passard, c'est quelqu'un qui innove et qui a complètement changé. Il était 3 étoiles. La rôtisserie, il a dit j'arrête tout, je fais que des légumes et il est toujours 3 étoiles et c'est fantastique. C'est aussi un constructeur et un producteur. Il maîtrise sa production. Nous aussi, nous maîtrisons notre production de façon durable. Et ça aussi, c'est assez unique, ces deux côtés. Et puis, je dirais, il y a un troisième qui est le plaisir. Le troisième élément, c'est le plaisir, cette sensualité qu'on peut retrouver quand on conduit une BMW, une BMW i ou quand on va à l'Arpège chez Alain Passard. Comme quoi, tout est possible sous le ciel de Paris, même les rencontres les plus inattendues.